avec un grand plaisir qu'au nom de professeur Aoma Ekolsek, présidente de Galien Africa, et de son vice-président, le docteur Michel Sidibé, que j'introduis les sessions de la journée. Je suis d'autant plus honorée de faire cette introduction parce que c'est une journée qui est dédiée aux femmes. À noter que pendant 2 jours, les 2 jours derniers, qui étaient dédiés aux jeunes, nous avons fait le forum des jeunes et nous avons fait de belles découvertes. Autant du côté de leur leadership, autant de leur appropriation sur l'intelligence artificielle, mais surtout sur leurs innovations. C'était aussi 2 journées qui étaient très riches en émotions. Donc, je vais profiter ici pour dire bravo à nos jeunes Africains et aussi leur assurer qu'ils ont réussi à nous prouver que nous n'avons plus aucune raison d'avoir peur de l'Afrique de demain. Chers jeunes, vous cédez la place aujourd'hui à de braves dames, à des femmes qui sont des femmes leaders. Vous cédez la place à des femmes scientifiques, à des femmes communautaires. Mais moi, je dirais, vous cédez juste la place à des femmes, juste aux femmes. Toutes les femmes sont des initiatrices. Elles sont pleines d'initiatives. Et je vais profiter aussi de cette journée. On est au mois d'octobre. On vous a tous donné les bandes roses parce que c'est le mois d'octobre rose. Pour rendre hommage à toutes ces femmes battantes qui luttent tous les jours contre les cancers. Et toutes ces femmes rendent hommage aussi à toutes ces femmes qui nous ont quittés à cause des cancers. Et durant cette journée, vous aurez l'opportunité de découvrir toutes ces femmes à travers les différentes sessions qui vont se passer dans différentes salles. Et pour le programme, je m'en vais maintenant vous annoncer le programme de la journée. Veuillez noter que cette matinée va démarrer par une conférence qui sera animée par l'éminente Dr Aïda Diongnian, directrice de la météorologie, avec sous la modération de professeur Ulrich Vaudoué, doyen de l'université de Abomey de Cotonou. Et ce sera sur les facteurs de risque de vulnérabilité et l'adaptation des femmes face au changement climatique et environnemental. Et ce sera le lieu de répondre à une question. Est-ce que l'Afrique, elle est prête? Et ils vont suivre 3 autres sessions qui vont se dérouler en simultané. Ce sera la question du leadership féminin face aux crises climatiques et environnementales en Afrique. Vous devez aussi échanger sur le rôle des femmes, des sciences, technologies et ingénierie et mathématiques face aux crises climatiques et environnementales. Et nous allons aussi discuter de la problématique de l'équité et genre face aux crises climatiques et environnementales en Afrique. Dans l'après-midi, les débats vont continuer autour des problématiques sur l'accès aux produits et médicaments de qualité pour lutter contre les conséquences sanitaires des crises climatiques et environnementales en Afrique. Suivi de l'Afrique par l'Afrique de la déclaration de la COP28 sur le climat et la santé. Et enfin, sur le renforcement et la valorisation des femmes africaines dans la recherche et le développement. Donc, ce sera riche en informations, riche en échanges, riche en conseils. Donc, en espérant que ces échanges attendus vont aboutir sur de fortes recommandations, parce qu'on a décidé cette année qu'il faut que tout soit axé sur l'action. Donc, nous attendons de fortes recommandations de votre part. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, d'excellents moments de partage. Et je m'en vais maintenant céder la parole au professeur Ulrich Vaudoué pour introduire notre vaillante conférencière. Je vous remercie. Bonjour, chers participants au Forum Galien. Bonjour, chers participants au Forum Galien. Merci d'avoir répondu en ce moment où il m'échoit l'insigne honneur d'introduire la conférence inaugurale pour le Forum des femmes lors du Forum Galien 7e édition. J'aimerais rendre grâce au Tout-Puissant, grâce à qui nous sommes là et qui nous a permis encore une fois de profiter des bienfaits de cette planète qui nous est chère et que nous devons préserver pour la postérité. J'inviterai donc très respectueusement tous les hommes ici présents à bien vouloir se lever, rien que les hommes, pour que nous puissions faire un standing ovation à toutes les femmes ici présentes
Merci. Merci bien. Je vous invite à vous asseoir. C'est la journée de la femme au Forum Gallien. Un hommage mérite d'être rendu à la femme, notamment la présidente, le professeur Marie-Awa Korsek, que je vous invite à applaudir. Les œuvres de cette vaillante femme parlent d'elle-même. Nous le voyons. Merci, professeur, pour votre vision, pour l'Afrique et pour tout ce que vous faites pour la jeunesse, pour l'espérance de demain. Ceci étant dit, ce forum vient bien évidemment à la suite du forum de la jeunesse. Ça se comprend aisément quand c'est que la femme est mère de l'humanité. N'est-ce pas? Et si je suis présent aujourd'hui pour modérer cette session, c'est bien évidemment parce que la femme est mère de l'humanité et toutes les actions de la femme se font sous le regard bienveillant des hommes. Voilà pourquoi nous sommes là. Merci donc, comme introduit tout à l'heure, le sous-thème, le premier sous-thème de cette journée est intitulé « Facteurs de risque de vulnérabilité et adaptation des femmes au changement climatique et environnemental. L'Afrique est-elle prête ?» Je citerai ce grand auteur ghanéen qui disait, Emmanuel Agré, il disait « Si vous éduquez une femme, vous avez éduqué une nation. » Voilà pourquoi nous allons nous pencher durant ces quelques heures à venir sur ce que nous pouvons faire pour rendre la femme moins vulnérable. Et qui mieux peut parler d'une femme si ce n'est une femme? Qui mieux peut parler du changement climatique si ce n'est une climatologue de formation? J'aimerais donc inviter très respectueusement, sous vos ovations, le docteur Aïda Diong Nyang. Aïda Diong Nyang, que je vous invite à applaudir, travaille depuis plus de 20 ans au sein du service météorologique du Sénégal, où elle a exercé diverses fonctions, notamment dans le domaine de la recherche, de l'interface recherche-opération et de la fourniture des services climatologiques et météorologiques. Elle a occupé diverses fonctions, dont celui de directrice de la météorologie, qu'elle avait occupée et qu'elle occupe actuellement depuis une semaine. Félicitations, docteur. Elle est par ailleurs vice-présidente du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, groupe de travail 1 sur les bases scientifiques physiques de l'évolution du climat. Elle a été l'un des principaux auteurs du groupe de travail 1 du GIEC pour le cycle précédent, le 6e cycle. Dr Aïda Diong Nyang est titulaire d'un doctorat en météorologie et ses recherches portent sur la variabilité et la prévisibilité du système de mousson ouest africain. Docteur, soyez le bienvenu. La session donc va se dérouler comme suit. Nous aurons droit à une conférence du docteur Aïda Diong Nyang. À la suite de cette conférence, nous aurons un débat, une session de questions-réponses afin d'aboutir à des recommandations comme c'est prévu, des recommandations pour les institutions en vue d'améliorer, de consolider le rôle de la femme face à ce changement climatique. Ceci étant dit, docteur Aïda, vous avez la parole. Je pense que oui, d'accord. Bonjour à tous. Merci, professeur Vaudoué. Je voudrais également remercier Madame la Présidente du Forum Gallien Africa et les organisateurs et organisatrices de m'avoir convié à cette conférence. Et c'est un honneur pour moi d'échanger aujourd'hui avec vous sur un thème qui m'est cher, le changement climatique et ses impacts compte tenu de la vulnérabilité
des populations africaines, en particulier des femmes. Donc on va procéder à la présentation qui est là. Bon. J'ai une slide qui n'apparaît pas, j'ai dû masquer cette slide. C'était un peu un mot sur le GIEC. Le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. C'est un groupe des Nations Unies qui procède à l'évaluation du climat, ses aspects physiques, ses aspects socio-économiques et ses aspects technologiques de manière régulière, tous les 5 ans, pour produire des rapports sur le climat passé, actuel, futur et des solutions pour s'adapter au changement climatique et atténuer le changement climatique. Donc le GIEC est composé de 3 groupes de travail. Un groupe de travail sur les fondements physiques du changement climatique. C'est le groupe auquel j'avais participé lors du cycle précédent. Et un groupe sur l'adaptation, la vulnérabilité et les impacts du changement climatique. Un 3e groupe sur l'atténuation du changement climatique. Et à l'issue de la publication de ces rapports, il y a un rapport de synthèse qui synthétise l'ensemble des conclusions. Donc j'ai fait partie également de l'équipe de rédaction du rapport de synthèse, ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir parler un petit peu de la vulnérabilité. Ce n'est pas vraiment mon domaine de recherche. Donc le plan est le suivant après cette brève introduction. Donc hier, en fait, j'étais à un atelier d'échange avec les journalistes pour voir comment mieux véhiculer les informations qui seront issues du 7e cycle qu'on entame. Et en fait, une des recommandations, c'était que quand on a l'opportunité de parler du changement climatique, c'est bien de revenir aux principes fondamentaux de manière simple. Donc c'est pour ça que j'ai ajouté ce point qui montre que le changement climatique est maintenant sans équivoque et c'est d'origine humaine. Et le 2e point, on va parler de la vulnérabilité, qui est un facteur clé pour les impacts et risques futurs projetés du changement climatique. Ensuite, on parlera de l'adaptation au changement climatique. Sans trop tarder, donc le premier point. Donc, c'est une figure que vous voyez à gauche qui montre un peu, en fait, comment, la figure qui est à gauche qui montre qu'à partir des émissions de gaz à effet de serre, on arrive à avoir des concentrations assez élevées des gaz à effet de serre, les 3 principaux gaz qui sont là. Ensuite, comment cette concentration élevée va induire une augmentation de la température mondiale, moyennée à l'échelle mondiale. Et on montre par des études d'attribution que ce réchauffement est dû uniquement aux activités humaines. Donc, je vais détailler ce graphe pour chaque comment on appelle ça, panel. Donc, le premier, en bas, on commence par le bas. Donc, cette courbe montre l'évolution des émissions de gaz à effet de serre, les 3 principaux gaz à effet de serre. Je pense que c'est loin, je ne vois pas bien. Je pense que c'est depuis 1850 à nos jours. Donc, ce qui est en vert foncé, c'est le gaz carbonique issu des procédés industriels et des énergies fossiles, la combustion des énergies fossiles. Ensuite, c'est le... Je ne vois pas bien, il faut que je me rapproche. En plus, c'est le... Ensuite, c'est le... Ouais, je micro. Voilà, c'est bon. Je reviens. Merci. Donc, je retourne en arrière. Ensuite, en gris clair, c'est le gaz carbonique issu de la déforestation et les changements d'usage des sols. Et ensuite, c'est les émissions qui ne concernent pas le gaz carbonique, mais en particulier, c'est le méthane et le protoxyde d'azote. Donc, on voit qu'il y a une augmentation sans cesse de ces émissions de gaz à effet de serre. Et ensuite, ce qu'on a, on a remis ici les principaux gaz à effet de serre, donc le dioxyde de carbone, donc en partie par million. Bon, les chimistes qui sont dans la salle, qui ont fait la chimie, savent de quoi on parle. Les autres, c'est les parties par milliard, donc c'est beaucoup plus faible. Donc on voit que le gaz à effet de serre le plus important, c'est le gaz carbonique qui reste également dans l'atmosphère pour des périodes de 100 ans, voire pour des millénaires. Et le méthane, en fait, c'est un gaz aussi qui a un pouvoir réchauffant
assez important, donc réchauffe plus vite l'atmosphère, mais reste dans l'atmosphère pour une période d'environ de 12 ans. Le protoxyde d'azote est plus faible, mais reste également dans l'atmosphère plus longtemps. Donc avec la concentration de ces gaz, surtout le CO2 qui réside dans l'atmosphère pour des centaines, voire des milliers d'années, on arrive à avoir une augmentation de température. On voit ici l'augmentation de température, c'est la courbe en noir ici, de 1850 à nos jours. On voit qu'il y a une augmentation très forte, surtout à partir de 1950. Donc actuellement, nous arrivons, bon, au moment où ce rapport était ici, c'était 1,2 d'augmentation de température additionnelle à l'échelle mondiale. Maintenant, on est déjà à 1,3. Et à droite, on essaie de voir en fait à quoi est due cette augmentation de température. À gauche, en orange, vous avez cette augmentation de température de 1,2 degré. Et à côté, on a l'influence humaine. Donc en orange, on montre que l'influence humaine, l'augmentation de température due à l'influence humaine, c'est des études très complexes d'attribution. Je pense qu'on peut pointer ici. Bon, on avance, mais pardon. Ah, ok. Alors, c'est lequel? Ah, là, je vois que avancer, reculer. Bon. Non, c'est avancer, reculer. Pointer, oui, pour pointer. Parce que comme il y a... Je ne le vois pas, en fait. Donc, bon, je vais... Ça ne pointe pas. Donc, à côté, on voit qu'il y a des valeurs qui sont vraiment concordantes entre la température due à l'influence humaine et l'augmentation de température observée. Donc, ce qui est à côté, les barres grises, c'est pour montrer l'influence des gaz à effet de serre. On voit que cette influence des gaz à effet de serre est un peu plus importante, mais elle est contrecarrée en partie par l'influence des particules de pollution. Donc les particules de pollution ont tendance à refroidir l'atmosphère, mais je parle à une audience composée de médecins, composée d'experts de la santé. On sait que les particules de pollution également sont très délétères par rapport à la qualité de l'air et par rapport à la santé humaine. Et ce qu'on montre, c'est que l'influence due aux facteurs naturels, que ce soit l'évolution de l'incidence solaire ou bien la part due au volcan est vraiment faible, donc par rapport à l'influence humaine. Donc quand on parle d'émissions, je voudrais juste montrer les émissions par région que vous voyez ici à gauche. Donc pour l'année 1990 et 2019, je voudrais juste montrer que les émissions dues à l'Afrique sont très faibles, ce que vous voyez. Donc c'est autour de 4% par rapport aux autres émissions. Et quand on voit, par contre, les tendances régionales, donc l'Afrique est là, on voit que quand même il y a une tendance légèrement haussière, mais que la tendance haussière la plus importante concerne l'Asie et qu'il y a une petite tendance baissière pour l'Europe. Mais de manière générale, bon, je ne l'ai pas montré ici, les pays qui émettent le plus sont en premier la Chine, suivi des États-Unis et de l'Inde. Donc juste pour montrer que à cause de ces émissions de gaz à effet de serre, nous avons un climat qui n'est plus stable. Le climat était stable, en équilibre, avant la révolution industrielle. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons un climat en déséquilibre. En fait, on parle même de système climatique, parce que ça ne concerne pas que l'atmosphère, il y a les océans, les parties enneigées, les sols. Et donc, on voit que ce système est en déséquilibre et qu'il y a un excès d'énergie dû à cet effet additionnel de gaz à effet de serre. L'effet de serre, en fait, est normal. Hein. Il existe un effet de serre normal. Sans cela, ce serait impossible d'avoir la vie sur Terre. Mais les gaz comme le CO2, le méthane, le protoxyde d'azote ont un effet de serre additionnel. Et il faut noter que cet excès d'énergie, en fait, est absorbé majoritairement par les océans. Sans cela, il serait impossible aujourd'hui de vivre. Donc l'océan absorbe 91% de l'excès d'énergie. Mais cela aussi a des conséquences sur la biodiversité marine, etc. Donc souvent on demande quelles sont les preuves du changement climatique. Ce que je disais, si on regarde le système climatique, ici la biosphère n'est pas représentée. En général, on parle de 5 composants du système climatique. On voit que dans
les différentes composantes du système climatique, on a déjà, ça ce sont des observations, noté des changements importants. Donc pour l'atmosphère, donc l'augmentation de la température. Souvent quand on parle de changement climatique, on pense uniquement au réchauffement climatique, l'augmentation de la température, mais il y a également d'autres facteurs, l'augmentation de la vapeur d'eau au niveau de l'atmosphère, la température de l'air, les changements de la circulation qui vont induire également des changements d'occurrence, des systèmes pluvieux, des cyclones, ainsi de suite. Donc au niveau des océans également, il y a des changements notables. Bon, je ne vais pas les citer tous, mais ce qui est important de noter, par exemple, on voit qu'il y a un déplacement des habitats des espèces. Et ça va également impacter la biodiversité marine au niveau des océans. Donc au niveau des zones englacées, il y a une perte sans précédent de la calotte glaciaire, une perte sans précédent de masse, de volume de glace. Et ça a un impact sur l'élévation du niveau de la mer. Le fait qu'aussi l'océan absorbe la majorité de l'excès d'énergie fait que ça gonfle. Donc ça c'est un principe de physique. Un fluide qui absorbe de la chaleur gonfle. Donc ce qui fait qu'on aura l'augmentation du niveau de la mer pour encore des centaines d'années, des millénaires, même si aujourd'hui on arrêtait d'émettre des gaz à effet de serre, le niveau de la mer va continuer à augmenter pour des centaines d'années, voire des millénaires, mais le rythme avec lequel cela augmente dépend aussi des émissions que nous aurons. Donc ça c'est une parenthèse, parce que je pense que ça impacte beaucoup, nous sommes en zone côtière ici. Maintenant on va parler de la vulnérabilité, qui est un facteur clé dans les impacts et risques futurs du changement climatique. Donc ici c'est juste une chaîne de cause à effet, et les déterminants de risque que je vais montrer tout à l'heure. Donc ce qu'on voit ici à gauche, c'est que les émissions de gaz à effet de serre, donc ce sont en fait les changements socio-économiques qui influencent les émissions. Ça dépend de nos choix de vie. Est-ce que nous allons adopter des énergies renouvelables? Est-ce que nous allons continuer à utiliser de manière générale de l'énergie fossile pour beaucoup de choses, pour le transport, pour le bâtiment? Donc cela va influencer les émissions. Et les émissions vont changer le climat. Et le climat, les changements du climat, en fait, vont induire des impacts et des risques futurs. Bon, les impacts, souvent, c'est ce qu'on note, et les risques, c'est le futur. Et il faut noter que ces risques, en fait, sont façonnés aussi par des déterminants socio-économiques, et ces risques aussi, et ces impacts vont en retour influencer les changements socio-économiques. En parlant d'impact et de risques, il faut voir que les risques ou les impacts, en fait, c'est la somme de plusieurs facteurs. Donc, on a ce qu'on appelle hazard, qui est ici, ce qui est induit par le changement climatique. Également, la vulnérabilité, l'exposition, parce que si on a, par exemple, des inondations dans le Sahara, l'impact que ça aura ne sera pas pareil que si on avait des inondations en milieu urbain. Donc l'exposition est importante, la vulnérabilité et également la réponse, si on a apporté des réponses ou non. Donc là c'est pour montrer qu'en fait nous avons déjà noté des impacts et ce qu'on appelle des pertes et dommages, parce qu'on peut perdre beaucoup de choses, des infrastructures, il y a des pertes qui sont matérielles et il y a des pertes qui ne sont pas matérielles, des morts d'hommes, d'autres pertes, d'héritage culturel qui ne sont pas matérielles et qui ont été montrées associées au changement climatique. Et donc on les avait catégorisées en 4 grandes catégories. Donc il y a la disponibilité en eau et la production alimentaire que vous voyez en gauche, la santé et le bien-être. Donc pour dire que la santé, quand même, nous considérons que c'est un aspect important pour le changement climatique. Tout ce qui concerne les villes, les infrastructures, les établissements humains, la biodiversité et les écosystèmes. Donc les couleurs en rouge indiquent des impacts négatifs. Quand c'est assuré, ça veut dire qu'il y a quelques impacts positifs dans certaines régions du monde. Et en gris, c'est qu'on sait qu'il y a des impacts, mais nous ne pouvons pas dire si ces impacts sont positifs ou négatifs. Vous voyez que pour la santé, il n'y a que des impacts négatifs à l'échelle mondiale. Également pour les villes, les établissements humains. Pour la disponibilité en eau et l'agriculture, il y a des impacts dans certaines régions, peut-être qu'on peut montrer ici rapidement.
Donc c'est les mêmes catégories, il n'y a que la biodiversité qui n'est pas montrée ici. Donc on voit, si on regarde l'Afrique, on voit que les impacts sont tout le temps négatifs. Donc les impacts positifs qu'ils peuvent avoir concernent les autres régions. Mais pour l'Afrique et les États insulaires, il n'y a que des impacts négatifs du changement climatique pour ces catégories-ci. On note également pour l'Afrique, on voit par exemple pour les maladies infectieuses. Donc les points indiquent le niveau de confiance par rapport à l'attribution de ces impacts au changement climatique. Quand on regarde par exemple pour la santé, on voit une attribution très forte, maximale, de l'impact du changement climatique sur la santé, sur les maladies infectieuses, sur la température, la malnutrition et également des impacts dus aux feux de brousse, parce que les feux de brousse également sont attisés par le fait que il y a des changements au niveau des paramètres de l'atmosphère, l'augmentation de la température et la sécheresse également. Et par contre, on voit que pour les maladies mentales, en fait pour la santé mentale n'est pas évaluée parce qu'il n'y a pas de données. Il n'y a pas de données en Afrique, bon, et également dans les îles. Tout ce qui concerne les déplacements aussi liés aux événements extrêmes, on voit qu'il y a une forte attribution pour l'Afrique. Ici, c'est un graphe, en fait, qui montre les émissions. Tout à l'heure, j'avais montré les émissions par région, donc ce que vous avez sur l'horizontale. Et sur la verticale, c'est le niveau de vulnérabilité. Il se trouve, en fait, que les pays qui ont les émissions les plus faibles, que vous voyez, qui sont proches de zéro, se trouvent avoir des niveaux de vulnérabilité les plus importants. Donc c'est l'Afrique, c'est également certains pays d'Asie, c'est certains pays d'Amérique latine. En fait, le changement climatique impacte toutes les régions du monde, impacte les systèmes humains et les systèmes naturels. Mais on montre que c'est ceux qui ont contribué le moins au changement climatique qui se trouvent être les plus vulnérables et sont donc plus impactés. Donc là, on parle un peu de vulnérabilité et exposition au changement climatique en Afrique. Donc les facteurs socio-économiques, politiques, environnementaux induisent la vulnérabilité. On donne des exemples, par exemple le fait que 55%, 62% de la population active de l'Afrique subsaharienne travaille en agriculture. On sait que l'agriculture ici dépend fortement des facteurs climatiques. On a une agriculture essentiellement pluviale, très peu irriguée, et dépend beaucoup aussi, l'agriculture de manière générale dépend de la température aussi. On a noté une forte augmentation de température dans toutes les régions du monde. Même l'Afrique, même si l'augmentation est plus faible en Afrique qu'en Europe, mais déjà les températures étaient assez élevées de manière générale. Donc une petite augmentation de température fait la différence. Également, le fait que les populations, les infrastructures sont exposées aux aléas climatiques. Donc on a une urbanisation très rapide en Afrique. L'Afrique a les taux d'urbanisation les plus rapides avec certains pays d'Asie. Et donc le fait qu'aussi il y a des établissements informels qui sont très vulnérables aux aléas climatiques. Et également le fait que les gens aussi utilisent un emploi informel également. Et nous avons également montré que la mortalité causée par les catastrophes est 15 fois plus élevée dans les pays très vulnérables. Par exemple, ce qui s'est passé aux États-Unis récemment avec les cyclones, on a vu, bon, il y a quand même eu des morts, mais je pense que ça se compte par dizaines. Alors que nous avons eu des inondations beaucoup plus faibles, importantes, mais beaucoup plus faibles par rapport aux inondations dues aux cyclones, et beaucoup plus lentes sur toute la bande sahélienne, et on compte des centaines de morts. Et cela est dû à la vulnérabilité, mais également à la capacité de réponse de ces pays. Et donc là, je parle plus spécialement des facteurs de vulnérabilité qui sont liés au genre. Donc nous avons montré que les effets du climat et des conditions météorologiques extrêmes ne sont pas neutres du point de vue du genre. Ce manque de neutralité est dû au fait que les hommes et les femmes ont des rôles différents, des contraintes différentes, des différences physiques. Donc c'est pas le climat ne choisit pas d'impacter plus fortement les femmes que les hommes, mais c'est à cause des construits sociaux que nous avons, des contraintes qui font que le climat, les conditions extrêmes impactent plus les femmes. Quand il y a des événements extrêmes, on montre souvent que les hommes sont plus mobiles. Donc quand il y a des inondations aussi, souvent dans nos pays,
la plupart du temps, les hommes savent nager, une plus grande part d'hommes savent nager par rapport aux femmes. Et donc souvent les femmes aussi gardent la maison, gardent les enfants, donc ont une mobilité plus réduite par rapport aux événements extrêmes. Donc l'accès aussi aux informations sur le temps et le climat et leur utilisation, on voit qu'eux aussi sont différenciés en fonction du genre. Et ça peut être lié à l'accès aux services de télécommunications, à l'alphabétisation et à d'autres construits sociaux. En fait, au niveau de la météo, nous avions des campagnes de sensibilisation avec les producteurs. On a travaillé de manière à ce que les femmes aient accès à l'information. Parce qu'au départ, on parlait d'envoyer les informations par SMS, mais on a noté que souvent en milieu rural, s'il y a un téléphone portable, c'est pour l'homme de la famille, donc ce n'est pas pour la femme. Donc on a essayé de travailler avec les groupements de femmes pour qu'elles aient accès à l'information. Mais ensuite, on a constaté que même ayant eu l'accès à l'information, elles n'ont pas agi. Pourquoi? Elles nous ont dit qu'en fait, en période hivernale, nous ne pouvons pas semer avant les hommes. Même si on leur dit que c'est une période propice pour semer, tant que les hommes n'ont pas semé, bon, c'était dans un village à Kafrine. Je ne dis pas que c'est partout pareil dans le Sénégal, mais c'est un exemple de construits sociaux. Donc toujours les facteurs de vulnérabilité, si on les voit à travers le prisme des objectifs de développement durable, on sait qu'il y a le genre qui est l'objectif de développement durable 5 et le changement climatique, l'objectif de développement durable 13, mais comme le genre, le changement climatique est également transversal et affecte directement ou indirectement de nombreux ODD, notamment l'ODD lié à la faim, lié à la bonne santé et le bien-être, lié à l'eau propre et l'assainissement, lié à l'énergie propre. Ici, juste des exemples. Si on prend l'ODD 6 sur l'eau, le GIEC a conclu que plus de la moitié de la population mondiale connaît actuellement une pénurie d'eau à un moment ou à un autre de l'année, en partie à cause du changement climatique. Et nous avons vu que dans de nombreuses régions du monde, y compris en Afrique, ce sont les filles et les femmes qui sont chargées d'aller chercher de l'eau et que ça devient une denrée rare. Et il y a des études qui ont montré que cela a un impact sur l'éducation des filles, donc impacte également indirectement l'ODD 4. Si on regarde aussi l'ODD sur l'énergie propre, en Afrique, vous savez, environ 600 millions d'Africains n'ont pas accès à une source d'énergie propre. Donc on utilise les combustibles ligneux, le charbon de bois par exemple. Donc pour les femmes pour cuisiner, on sait que cela a un impact sur la santé des femmes en raison de la pollution que ça génère. Juste des exemples. Maintenant, juste pour revenir de manière ramassée sur les impacts observés et les pertes de dommages en Afrique. Donc l'Afrique a déjà subi des pertes et dommages de grande ampleur attribués au changement climatique. Donc ça inclut le recul de la production alimentaire, le ralentissement de l'activité économique de manière générale, l'appauvrissement de la biodiversité et la hausse de la morbidité et de la mortalité humaine. On y reviendra tout à l'heure. Donc justement, si on fait un focus sur la santé, nous avons montré qu'il y a une progression de certaines maladies infectieuses, donc due à la progression vers les hauteurs des moustiques anopheles en Afrique de l'Est, où il y avait très peu de cas de malaria. Maintenant, il y a plus de cas de malaria. Et donc, il y a une incidence accrue du paludisme en Afrique de l'Est, surtout dans les zones montagneuses, parce qu'il y a déjà, les zones montagneuses se réchauffent, on a déjà perdu les glaciers en Afrique. Et on a vu également qu'il y a des épidémies de choléra suite aux cyclones tropicaux, notamment les cyclones tropicaux que nous avons connus en Afrique australe, au Mozambique par exemple. Même ici au Sénégal, suite aux inondations, c'était je pense 2008, il y avait une épidémie de choléra qui avait été déclenchée suite aux inondations. Donc la chaleur, bon, parce que souvent c'est difficile parce que le GIEC ne se base que sur la littérature scientifique existante ou sur les rapports. Donc ici, le seul exemple qu'on avait concernait l'Afrique du Sud. On a vu que 43% de la mortalité était associée à la chaleur excessive. Et donc également, quand il y a des événements extrêmes, il y a des dommages sur les établissements de santé et la détérioration aussi des services médicaux. Donc là, c'est également, bon, je le montre, c'est assez dense, mais je vais essayer d'expliquer ça. On montre les impacts et les risques futurs, parce qu'il faut noter que les risques vont continuer à mesure que les émissions augmentent. Donc pour réduire les risques, on a deux leviers.
Donc, c'est réduire l'incidence des événements extrêmes, les aléas climatiques, et ça, c'est uniquement les émissions qui peuvent le faire. Les émissions augmentent, la température augmente, les événements extrêmes augmentent en fréquence et en intensité. Maintenant, comme le risque, les impacts, c'est un concours de facteurs climatiques et de déterminants socio-économiques, on peut travailler également sur les déterminants socio-économiques pour réduire les risques à court terme. Donc là, on a ce qui est observé, c'est en bleu, et ce qui est projeté, parce qu'on parle de projection, parce que ça dépend des choix de société par rapport aux émissions. Donc ce n'est pas des prévisions, c'est des projections, voilà. Et en jaune, c'est les projections, oui. Donc en jaune, c'est les projections et associées au niveau de confiance. Donc plus c'est jaune, ça veut dire qu'on a confiance à ces projections. Et plus la pyramide est grande, ça montre que le risque est élevé. Et les pyramides inversées, c'est des baisses. Les pyramides normaux, on va dire, c'est des augmentations. Donc on voit donc c'est des niveaux de température qui sont atteints par rapport aux émissions. Donc je pense que j'avais encadré ce qui est observé ici. On voit que pour, par exemple, le paludisme, on a beaucoup de cas en Afrique australe, l'Afrique de l'Ouest et également l'Afrique de l'Est. Ça, c'est ce qui est observé. Bon, on voit aussi pour la chaleur, la mortalité due à la chaleur et d'autres causes de mortalité dues également aux températures. En fait, c'est vrai que là, on parle de température optimale, ça peut être également dû aux températures très faibles. Donc, juste pour dire ici, on voit que 1,5 degré, on est proche de 1,5 degré. Ça sera atteint lors de la décennie suivante, hein, entre 2030 et 2040. La température mondiale de 1,5 degré sera atteinte. On voit qu'il y a des changements sur l'incidence du paludisme. Ce que vous voyez là à gauche, on voit qu'en Afrique de l'Est, hein, c'est là où on a les pyramides avec des tailles plus importantes et plus jaunes, et qu'en Afrique de l'Ouest, on peut avoir même moins de paludisme en fait, parce qu'il va faire excessivement chaud et qu'il y a des températures optimales et d'humidité optimale aussi pour le développement des vecteurs de vent. Donc c'est un exemple, et plus les températures augmentent, on voit que plus on a également de pyramides jaunes, même pour les maladies surtout liées à la chaleur. Donc là également, on parle de risques futurs, des risques au-delà d'une température de 1,5 degré. Donc on a 3 colonnes ici. J'ai encadré la colonne relative à la mortalité et la morbidité due à la chaleur et aux maladies infectieuses. Mais également, je pense que c'est important de montrer la biodiversité parce que bon, ça va impacter également la nutrition et de manière indirecte va impacter la santé. C'est pareil pour la production alimentaire, donc impacte indirectement la santé. Et donc ce qu'on voit en couleur, c'est les niveaux de risque, donc indétectables. Quand c'est blanc, jaune, c'est un risque modéré. Élevé rouge, et quand c'est rouge, bordeaux, c'est un risque très élevé. On voit déjà que 1,5 degré, j'espère que vous pouvez le voir. Maintenant, on est proche de 1,5 degré. Et à partir de 1,5 degré, on a des risques élevés, aussi bien pour la perte de la biodiversité, pour la mortalité et la morbidité due à la chaleur excessive aux maladies infectieuses, également pour la baisse de production. Donc, bon, ça, c'est pas... On va aller vite. Et là, également, je projette ici les risques de mortalité liés à la température. Donc, en vert, c'est les décès qui sont... comment on appelle ça? Les décès qui sont évités. En fait, ces décès, on voit en vert, les décès qui sont évités, c'est dans les zones montagneuses, où les décès étaient dus aux températures excessivement basses. Comme les températures augmentent, on a des décès évités. Mais en palme violet, on voit que c'est les décès dus à l'augmentation de la température, qui sont beaucoup plus importantes, notamment dans la partie nord de l'Afrique, où les températures sont excessives. Je pense qu'au Mali, cette année, ils ont atteint un seuil qu'ils n'avaient jamais atteint de température, proche de 49 degrés à Caille. Et ici au Sénégal, au Matam, on a eu des températures de 47 degrés. On voit que chaque année, il y a une augmentation des températures avant la saison des pluies. Et il y a des causes de décès en fait. Donc là, c'est vraiment la période actuelle que vous voyez. On voit que plus on continue, il y a une augmentation des décès due à la température excessive. Vous voyez ici. Donc surtout si on atteint un certain niveau
de température mondiale, mais on peut éviter d'atteindre ces niveaux de température, et ça, cela dépend de la diplomatie climatique. On va vers les COP. Est-ce que les pays vont prendre des actions à la mesure de l'urgence climatique? Ça, c'est encore une question ouverte. Et là également, souvent on parle de température, bon, 49 degrés, 39 degrés, mais également on a noté que il y a l'indice de chaleur qui est important parce que l'indice de chaleur, il inclut la température et l'humidité. Donc, on montre que ça, ce sont les jours pour lesquels il est important, enfin, il est nécessaire d'envoyer des alertes parce que l'indice de chaleur atteint des seuils qui sont délétères pour la santé humaine et même animale. Vous voyez qu'à mesure que la température mondiale augmente, on va avoir plus de jours pour lesquels le seuil est atteint. Et c'est notamment important en Afrique de l'Ouest. Vous voyez, dès 2 degrés, l'Afrique de l'Ouest atteint des seuils importants, des jours d'alerte importants. Donc, on va avoir 3 mois dans l'année où on dépasse ce seuil. Et quand on atteint 4 degrés, c'est vraiment la moitié de l'année. Et j'espère qu'on n'atteindra jamais 4 degrés et qu'on va se limiter à 2 degrés, comme le stipule l'accord de Paris. Donc, c'est la dernière partie, donc l'adaptation en Afrique. Bon, j'ai déjà dit qu'elle est encore incrémentielle par rapport à une adaptation qui est transformative. Mais bon, là, on montre, juste pour montrer pour le secteur de la santé, en mettant les déterminants de risque ici, on montre qu'il est important d'avoir une collaboration intersectorielle. Donc tout à l'heure, on a parlé de la perte de la biodiversité, la baisse de la disponibilité en eau, de la production alimentaire, les systèmes urbains avec la pollution, les océans avec la baisse de la biodiversité. Donc tout cela va impacter également la santé. Et je pense que l'approche également One Health est importante parce que la santé animale est importante. On assiste de plus en plus à des zoonoses. On sait qu'il y a des pertes d'habitat de certaines espèces. Également, il y a des changements au niveau des paramètres climatiques qui font que les espèces migrent. Donc tout cela, c'est important de considérer une approche plus globale et plus systémique. Donc au niveau national, je vais finir par donner des exemples au niveau national. Donc il y a eu beaucoup de programmes et projets, mais surtout pour les producteurs et productrices agricoles. Donc pour une agriculture intelligente face au climat. Donc exemple, c'est des programmes qui sont menés par le ministère de l'Agriculture et l'Institut sénégalais de recherche agronomique. Mais également tout ce qui concerne les services climatiques, quand on parle de services climatiques. Donc c'est une démarche de co-construction entre les parties prenantes, les scientifiques, les acteurs, d'autres scientifiques, c'est pas seulement la météo va travailler avec les services de l'agriculture, les services de pédologie, va travailler avec les producteurs pour donner des informations climatiques pour que les gens s'adaptent, par exemple, donner une prévision saisonnière, comment sera la saison cette année par rapport à la production agricole, est-ce qu'on aura beaucoup d'inondations, ainsi de suite. Mais ce qui est nouveau aussi, c'est important, c'est que le Sénégal est en train de mettre à jour son plan national d'adaptation face au changement climatique. Et pour une première fois, on a un plan national d'adaptation sectoriel sur la santé. Donc, je vous donne la couverture ici. Et là, j'ai juste recopié les solutions préconisées par le plan d'adaptation pour la santé. Peut-être je laisse quelques minutes pour lire. Je ne vais pas lire tout cela, mais... Je pense que c'est bon. Oui, je vais faire vite. Et donc là aussi, je montre un exemple. Donc un système d'alerte précoce aux vagues de chaleur. On sait que la température va augmenter. Donc c'est un bulletin que nous produisons à la météo en collaboration avec le ministère de la Santé. Donc c'est un bulletin pour alerter sur les vagues de chaleur. Vous voyez là, on circonscrit la zone où il y a les vagues de chaleur, l'alerte. Et à droite, on a des conseils qu'on a élaboré de manière étroite avec les acteurs de la santé. Donc c'est une collaboration qui avait commencé en fait au lendemain de la COP21 à Paris avec l'ancienne ministre de la Santé, et je pense que c'était sous l'impulsion de Madame la Présidente ici. Et donc on avait commencé cette collaboration. Déjà ça a commencé par un apprentissage mutuel entre les deux secteurs pour arriver à ce bulletin qui est émis.
Pour finir, il y a également un bulletin sur la qualité de l'air qu'on émet en collaboration avec le Centre de la gestion de la qualité de l'air du ministère de l'Environnement. Donc, que vous voyez ici, donc on donne la carte du Sénégal avec les niveaux d'alerte également, on zoome sur Dakar. Parce qu'en fait, la pollution de l'air et le changement climatique sont intimement liés, parce que certains polluants également contribuent à dégrader la qualité de l'air. Donc, pour conclure, le changement climatique affecte toutes les régions du monde de multiples façons, et les risques futurs vont augmenter à mesure que les émissions de gaz à effet de serre augmentent. Donc, les impacts et les risques dépendent des niveaux de vulnérabilité de chaque région, de chaque pays, de chaque localité, des communautés. Et l'Afrique, compte tenu de sa vulnérabilité, subit lourdement les effets du changement climatique. Et les femmes, compte tenu des construits socio-économiques, sont particulièrement affectées par le changement climatique. Donc l'adaptation au changement climatique n'est pas encore transformationnelle, notamment pour le secteur de la santé, mais il y a des bons exemples que nous avons montrés qui peuvent être multipliés et mis à l'échelle. Je vous remercie pour votre attention. Merci, docteur, pour cette brillante présentation. Je vous invite à vous installer confortablement. C'est vraiment impressionnant de voir tout ce qui s'est passé au fil des années. Le changement du climat a ses impacts sur la santé humaine, sur l'environnement. C'est vraiment impressionnant. Je pense que là, on va prendre quelques questions dans l'Assemblée. Oui, monsieur, vous avez la parole. Merci de m'avoir donné la parole. Bonjour tout le monde. Je voudrais avant toute chose remercier les organisateurs du Forum Galien Afrique. Je suis le docteur Moundine Yerima, je suis pharmacien. Ma spécialité, c'est la pharmacologie. Je suis enseignant de pharmacologie à l'Université de Lomé et je représente ici le doyen de la faculté des sciences de la santé de l'Université de Lomé. Alors, je voudrais remercier la présentatrice pour le brillant exposé qui est très informatif. J'ai deux préoccupations. La première concerne les conséquences de la pollution sur les pays. Alors, vous avez dit qu'il a été remarqué que les pays qui polluaient le moins subissaient de plein fouet la pollution et vous avez projeté un graphe où vous avez mis des rayures et vous disiez que la partie avec des rayures sont c'est les endroits où il y a quelques effets positifs. Alors, j'ai vu que pour l'Afrique et pour les îles, il n'y a pas de rayures. Donc, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de données Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de données fiables dans cette partie? Ou bien est-ce que les données factuelles montrent que vraiment il n'y a aucun effet positif? Ça, c'était ma première question. Ma deuxième question va concerner l'industrialisation. Parce que nous avons vu que la révolution industrielle est partie d'Europe. Actuellement, c'est la Chine qui est le plus gros pollueur. Alors, hier, nous avons entendu les innovateurs dire je fabrique dans tel pays, je veux ramener la fabrication en Afrique. Et puis nous-mêmes, alors, je n'ai pas dit que je travaille au niveau de l'autorité de réglementation où je fais partie de plusieurs comités. Et donc, pendant la Covid, nous avons également subi les impacts de l'absence de souveraineté pharmaceutique parce qu'il y a tel antibiotique qu'on ne peut pas vous livrer parce que ceux qui les fabriquent en ont besoin eux-mêmes. Pour avoir accès au vaccin, il fallait faire la queue. Et donc, il y a des initiatives sur le continent. Par exemple, hier, j'ai vu qu'au Sénégal, il y a une rupture de sérum glucosé, sérum salé, qui sont des médicaments d'urgence. Il n'y en a pas, je me suis renseigné au Togo, il n'y en a pas non plus. Et j'ai appris également qu'il n'y a pas de contraceptif oral actuellement au Sénégal. Alors que quand il n'y a pas de contraception, lorsque les femmes ne les prennent pas, ne comptez pas sur nous les hommes pour faire attention. Donc, lorsque l'Afrique va intégrer, et lorsque l'Afrique va prendre le départ de l'industrialisation, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une manière de se développer tout en restant propre?
ou bien nous allons devoir attendre et que nous ne pourrons pas nous développer. Alors donc pour finir, j'ai porté une chemise rose, c'est parce que je suis très solidaire de la question des femmes. Donc je souhaite un très bon forum aux femmes. Je vous remercie. Merci. On va prendre les questions et on va pouvoir répondre. Oui, monsieur. Félicitations, madame, vraiment pour votre conférence très informative et très importante. J'ai des questions précises. Nous avons combien de climatologues en Afrique? Combien de centres de formation en climatologie? Et s'il y a des données du genre en ce qui concerne le Sénégal, de manière précise? Si vous pouvez nous renseigner sur ça. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres points levés? Oui, derrière. Bonjour à tous, je suis Dr Kaba et merci Madame pour votre très belle présentation, j'ai beaucoup apprécié. Mais ma question en fait se tourne en fait vers vous, mes questions se tournent vers vous. En premier lieu, vous avez parlé de l'impact du changement climatique sur les maladies infectieuses, la santé mentale. Selon vous, parmi vous avez noté pour l'extrême 3 points, pour d'autres 2 points. Selon vous, combien de points, sur combien de points vous allez parler de la santé mentale? Sur combien de points? 1 point, 2 points, 3 points, c'est extrême en Afrique. Parce qu'on voit qu'à Dakar, lorsqu'il fait chaud, les taximans, ils sont tous nerveux. Et c'est ça. Donc, du coup, j'aimerais savoir, selon vous, comment vous évaluez ça? Et maintenant, j'aimerais aussi savoir, selon vous, quelle action concrète, quelle stratégie pouvons-nous mettre en place? Pas forcément en tant que pharmacien ou médecin, mais aussi en tant qu'individu lambda. C'est-à-dire que tout le monde dans cette salle, peu importe, qu'est-ce que nous pouvons mener en fait? On sait qu'on ne peut pas arrêter le changement climatique, mais on peut freiner. Mais quelle action pouvons-nous mener concrètement pour en fait tout freiner cela? Je vous remercie. Merci. Bonjour tout le monde. Je me présente d'abord. Moi, c'est Dr Sornetiam. Je suis chercheur. Je suis spécialiste des questions environnement et santé. Je suis de l'Institut international sur la santé et la population, African Population and Health Research Center, où je dirige l'unité environnement, climat et santé. En tout cas, merci beaucoup aux organisateurs du forum et félicitations au Dr Jong pour cette belle présentation. Moi, je voulais juste intervenir sur les questions d'attribution au changement climatique. Vous avez parlé dans votre exposé, tout à l'heure avec les résultats du siècle, qu'il y a beaucoup d'impacts négatifs, ce qui est avéré, et il y avait des attributions au changement climatique. Donc, je voulais voir, par rapport, vous interroger un peu sur les perspectives, sur les études de détection et attribution des risques sanitaires au changement climatique. Si on sait que pour faire ces études de détection et attribution, on a besoin des données vraiment fiables et probantes sur une longue période. Et ça, c'est un défi en Afrique. Quelles sont vraiment les perspectives, encore moins qu'on sait notre système de santé? Et je pense que la question qui sera posée lors de cette question, c'est que l'Afrique est prête. Est-ce qu'on est vraiment prête? Parce qu'on a beaucoup de problèmes d'accès aux données, que ce soit météo et sanitaire, pour vraiment pouvoir attribuer les impacts sanitaires au changement climatique. Merci beaucoup. Merci. Oui. Okay. Bonjour. Donc, je suis professeur Josias Siamiogo, chef du département des sciences pharmaceutiques appliquées à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Donc, félicitations, madame, pour votre présentation qui était captivante. Et juste 2 petites questions. La première, vous avez présenté la collaboration comme une solution, et surtout avec l'approche One Health. Mais dans nos pays, on voit que cette approche a du mal à prendre. Et j'ai vu les exemples d'alerte que vous donnez au ministère de la Santé. Et la question précise, quel est le niveau actuel de mise en œuvre de l'approche One Health au Sénégal? Et est-ce qu'il y a une expérience qui peut être partagée?
Et deuxièmement, c'est juste un petit commentaire, l'exemple de sensibilisation des femmes qui cultivent après les hommes. Et dans le domaine de la santé, et c'est juste un partage d'expérience, dans le domaine de la santé, et on a remarqué que les sensibilisations des femmes, ça ne marche pas. Et actuellement, on part aux méthodes de sensibilisation des couples pour permettre un bon impact de ces actions. Est-ce que vous ne pouvez pas aussi expérimenter cela? On a vu que ça marche bien dans le domaine de la santé. Merci. Merci pour cet apport. Nous allons prendre encore une question. Good morning, everyone. My name is Donna. I'm a student of Environmental and Occupational Health from Makerere University, School of Public Health. My first question is, in Uganda, for example, there's a lot of flooding and landslides that happen, and now they are happening more as a result of climate changing. So my first question is, what would be your thought on incorporating climate resilience options into environmental and social management plans? That's for not only for projects, because usually environmental and social management plans are done only for projects that are supposed to have that. But now climate change is a big thing, and I would think that it would be smart to consider it on its own as a whole project of sorts, to do an assessment and then have a whole plan with resilience included. But then also for projects, also when they're doing the ASIAs, the environmental and social impact assessments, it is very rare, even currently, to see projects that have included the climate aspect. So I would like to get your thoughts on that. Thank you. Merci. Nous allons passer la parole au docteur Aïda Diong-Niang pour les approches de réponse. Merci, monsieur le modérateur. Merci aussi l'assistance pour les questions posées. La première question concernait les rayures, les effets positifs dans certaines régions et pourquoi pas en Afrique. Il faut voir que les effets positifs sont ramassés par sous-région. Donc si on dit l'Afrique, on va regarder, on avait divisé l'Afrique en sous-régions, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, le Sahel, ainsi de suite. Maintenant, à l'échelle de la région, on regarde l'impact. Donc l'impact est négatif. Il se pourrait que à l'échelle d'une communauté qui est située au bord d'une rivière, avec les inondations, il y a peut-être un peu plus d'eau. Mais après, quand on regarde à l'échelle de la zone, les impacts sont négatifs. Donc pour les autres pays, notamment les pays européens ou les pays qui sont situés dans des latitudes les plus élevées, donc on a vu que l'augmentation de la température a quelques effets bénéfiques pour la production, parce qu'il y a des terres qui sont dégagées avec la perte de la partie englacée. Donc c'est pour ça qu'il y a des effets positifs. Mais en Afrique, à l'échelle des sous-régions, les effets sont négatifs. À l'échelle du continent, les effets sont négatifs. Maintenant, par rapport au dilemme entre l'industrialisation et la nécessité de réduire les émissions pour l'Afrique, donc c'est vrai que c'est un dilemme qui se pose toujours lors des négociations. Mais actuellement, il y a de plus en plus de solutions qui ont été éprouvées, donc qui nécessitent d'être mises à l'échelle. Par exemple, on sait que le coût des énergies renouvelables a énormément baissé. Donc on voit également qu'il y a une électrification des véhicules. On a le BRT ici qui peut marcher au solaire. Donc il y a des voitures électriques. Donc les plus gros consommateurs d'énergie, donc c'est les bâtiments, le transport, et également au niveau de l'agriculture, parce que l'agriculture aussi émet des émissions liées au méthane, liées au protoxyde d'azote avec les engrais utilisés.
on a vu qu'il y a des solutions qui marchent. Maintenant, ces solutions nécessitent un transfert de technologie, nécessitent des financements. C'est pour ça que c'est des points importants de discussion lors des négociations climatiques. Comment on va transférer les technologies en Afrique et comment également l'Afrique pourra capitaliser des financements pour lui permettre de mettre en œuvre des mesures d'adaptation et des mesures d'atténuation. Néanmoins, l'atténuation, quand même, reçoit plus de financement que l'adaptation au changement climatique. Maintenant, oui, la deuxième question, c'était par rapport au nombre de climatologues en Afrique au Sénégal. Donc, c'est vrai que je n'ai pas le nombre exact, mais ici au Sénégal, il y a des climatologues à l'université, notamment, il y a un laboratoire de physique et chimie, l'océanographie de l'atmosphère, physique et chimie de l'atmosphère, d'océanographie. Il y a le service météo, on peut trouver également des climatologues. Il y en a d'autres aussi qui sont formés dans des institutions en Europe. Maintenant, le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a pas de cadre fédérateur qui leur permet de travailler en synergie, de faire des publications, parce qu'il y a très peu de publications en Afrique, et que même souvent, il y a des projets, même sur le climat, mais on note que les projets qui concernent le climat ou le changement climatique, enfin, la majorité des financements retournent aux bailleurs. Donc, c'est un réel problème et que nous, on est en train de voir comment mettre en place un cadre qui inclut non seulement des climatologues, mais également des secteurs qui sont impactés par le changement climatique. Mais il y a un travail à faire, effectivement. Oui, les maladies infectieuses, santé mentale. Donc, la santé mentale n'a pas été évaluée parce qu'il n'y a pas de données. C'est ça le problème, en fait. N'a pas été évaluée en Afrique parce qu'il n'y a pas de données. Et c'est vrai que les conducteurs de taxi travaillent sous la chaleur. Souvent, c'est des voitures non climatisées. Ça me permet aussi de mentionner les différences de niveau de vulnérabilité entre les personnes. Nous sommes assis ici dans une salle climatisée. Donc, toutes les personnes qui travaillent à l'extérieur ont des niveaux de vulnérabilité élevés. Et je pense que c'est important, la santé mentale. Bon, mais je pense que de manière générale, pas seulement pour le changement climatique, de manière générale, je pense que la santé mentale, c'est le parent pauvre de la santé des systèmes sanitaires en général. Alors, je pense que vous avez, troisième intervenant, vous avez parlé des stratégies et des actions concrètes, oui, au niveau. Donc, il y a plusieurs actions qui peuvent être entreprises par les populations, les individus, parce que, bon, en moyenne, je dis bien en moyenne, un habitant en Afrique émet 4 fois moins, ou même encore beaucoup moins, je ne me rappelle plus des chiffres, je ne les ai pas, 4 fois moins, ou je pense 7 fois moins en moyenne qu'un habitant en Europe. Mais en Afrique, on peut trouver aussi des habitants qui émettent autant de CO2 qu'un habitant en Europe. Donc il y a des efforts à faire. Donc au niveau du transport, je pense que c'est un effort important, mais bon, il faudrait que le transport urbain, le transport commun soit développé. Donc le BRT, je pense que c'est un bon exemple, le TER, donc d'autres moyens de transport. Et on a montré également que le transport actif, que ce soit la marche, le vélo, donc non seulement permet de réduire les émissions, mais également a des impacts positifs pour la santé. Également, tout ce qui concerne comment on appelle ça, les diètes où on utilise moins de protéines animales, parce qu'en fait, l'élevage intensif émet aussi beaucoup de méthane. Donc, c'est pour ça que les pays comme le Brésil émettent beaucoup de méthane. Au Sénégal, on a plutôt un élevage extensif, bon, qui émet moins de méthane, mais les gros pays producteurs de viande émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Et donc, manger moins de viande, déjà, c'est une action qu'on pourrait avoir et je pense qu'il est bénéfique pour la santé. Donc, il y a d'autres actions aussi par rapport à l'utilisation des énergies renouvelables, par rapport à la consommation, parce qu'il faut voir que tous les produits qu'on voit ici sont basés sur le pétrole. Ce fauteuil-là, c'est pas du cuir, c'est du plastique. Donc, quelque part dans sa fabrication, il y a des dérivés du pétrole. Donc, les moquettes, je veux dire, la manière de construire les habitations. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais peut-être qu'il faudrait qu'à un niveau plus élevé, qu'il y ait des, comment on appelle ça, des incentives, je ne sais pas comment dire ça encore, mais pour faciliter et inviter les populations, les industriels
à fabriquer des produits qui sont moins émetteurs de gaz à effet de serre. Donc oui, merci Madame Thiam, j'ai retenu le nom pour ce que vous avez, pour le point que vous avez abordé, l'absence de données. Donc c'est aussi valable pour les données climatiques que les données sectorielles, surtout les données de santé. C'est assez difficile parce que quand même il y a une confidentialité qui va avec les données de santé. Et le plus dur aussi, c'est de trouver des données qui sont à la même localisation. Je veux dire, vous pouvez trouver par exemple des données climatologiques à Fatick et vous allez trouver des données de santé à Niakhar, qui est un grand centre. Donc, le problème de données se pose et que même en Afrique, on n'a pas pu, par exemple, dégager certaines tendances par rapport aux inondations. Nous savons tous qu'il y a des inondations, mais quand on regarde une période de 1950 à nos jours, par faute d'accès à des données, donc nous n'étions pas arrivés à dégager des tendances. Donc et nous invitons à chaque fois les décideurs à investir dans les systèmes d'observation climat, mais également dans les systèmes sectoriels. Et également, je pense que pour revenir tout à l'heure, notre collègue de l'Ouganda parlait des évaluations socio-économiques. Les données de vulnérabilité également sont plus difficiles d'accès aussi, ou bien ne couvrent pas une grande partie des zones concernées. Donc, cinquième question, c'était l'approche One Health. Ça, je pense que je laisserai au professeur d'y répondre. Ensuite, la sixième question, oui, c'était notre collègue de l'Université de Makerere. Donc, pour les événements d'inondation, c'est vrai que de plus en plus, on se dit qu'on ne peut pas travailler en silo. Donc, non seulement on ne peut pas travailler en silo dans les sciences dites physiques, l'océanographie, la météorologie, la climatologie, mais on ne peut pas non plus travailler en silo par rapport aux sciences sociales. Et que c'est important. Et que là, on préconise d'aller même vers des prévisions, des prédictions qui ne vont pas s'arrêter à ce que, par exemple, le temps sera. Bon, demain, il y aura des inondations, mais aller jusqu'à dire qu'est-ce que les inondations vont faire, quels sont les impacts. Et là, pour ce faire, il faudrait qu'on superpose plusieurs jeux de données. Et la question des données également revient, mais c'est la tendance qui est préconisée, en attendant également de travailler, d'avoir des équipes de recherche mixtes, d'avoir des projets communs entre les sciences physiques, les sciences sociales, et même inclure également les communautés, parce que leur point de vue est important par rapport à ce qui leur arrive. Et je pense que j'ai répondu à l'intégralité des questions. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci, docteur, pour toutes ces réponses apportées. On ne finira jamais de parler des impacts du changement climatique. C'est une vraie préoccupation. Je sais que si on doit faire notre tour de table, on risque d'avoir encore plusieurs questions et on risque de ne pas se lever de cette session. Merci pour tout. Je résumerai les propos du docteur Nyang et je profiterai pour aborder la question du One Health. Les facteurs de risque, elle a articulé sa conférence autour des différents facteurs de risque qu'encourent les femmes avec le changement climatique. Elle a rappelé les adaptations et a exposé, pour finir, les mesures qui sont prises dans ce cadre de changement climatique. Les facteurs de risque sont donc multiples. Elles sont diverses et multiples. Et elles commencent par déjà la dépendance des femmes vis-à-vis des ressources naturelles. Les femmes ont besoin de bois de chauffage, de l'eau pour pouvoir vaquer à leurs occupations. Et avec le changement climatique, les forêts sont mises en danger, l'eau est mise en danger, donc les femmes sont également en danger. Il y a le poids socio-économique. Le poids socio-économique fait que les femmes sont appelées à assumer les activités domestiques, ménagères, et pour cela, elles sont reléguées au second plan en ce qui concerne l'éducation, la scolarité, surtout dans les milieux ruraux.
dans les milieux ruraux. Donc les femmes sont une fois encore vulnérables et une action s'impose dans ce sens-là. Elle a parlé des limitations d'accès aux ressources, notamment à l'eau, notamment aux terres, notamment aux finances. Les femmes sont encore une fois reléguées au second rang. Et elles n'ont pas droit à l'héritage. Elles sont donc dépossédées des biens, des terres, et pourtant c'est elles qui doivent produire de la richesse et des ressources pour le bien-être des foyers. En ce qui concerne la santé, la sécurité sanitaire est également menacée parce que les ressources se font rares, les eaux se tarissent, la proximité, la pauvreté s'installe, ce qui fait que, une fois encore, il y a une transmission des germes, de l'environnement pollué, les zoonoses par les animaux, et cela explique tout ce que nous avons comme maladies émergentes, comme maladies non transmissibles qui sont de plus en plus fréquentes. Nous avons eu la dernière en date, c'est la Covid que nous avons vu apparaître avec tous les ravages que cela a dû entraîner. Et elle a également parlé de cette migration forcée due à l'urbanisation. Elle a signalé que les populations dans les villes vivent dans des habitations informelles, non adaptées, et ceci entraîne bien évidemment avec la chaleur des problèmes de frustration, des problèmes d'irritabilité des populations, et qui parle d'irritabilité parle de violence et de violence basée sur le genre. Tout ceci impacte donc négativement sur la vie des femmes et donc la vie de la population tout entière. Comme je le disais tantôt, la femme est mère de l'humanité. Ces différents facteurs de risque expliquent la nécessité de penser à des solutions. Et quelles solutions envisager si ce n'est cette multisectorialité qui se voit ce matin? La présence parmi nous de la météorologue qui nous apporte les informations, qui nous apporte de l'éducation qu'il faudra partager avec les populations, notamment donner plus d'accès à nos femmes, à l'information, à l'éducation, parce que qui a l'information, on le dit, a le pouvoir. Avoir l'information, s'impliquer davantage dans la politique, dans les politiques de développement, remettre la femme au cœur de ce développement, nécessite donc cette multidisciplinarité qui est au cœur du concept One Health. Qui dit One Health parle de la santé environnementale, la santé animale et par-devant tout la santé humaine. Tout ceci dans un même creuset. On ne saurait parler de la santé humaine en négligeant ou en ignorant la santé environnementale et la santé animale. Comme on l'a constaté de nos jours, cela s'impose. Les agents de santé ne peuvent plus rester dans le quatre murs pour soigner l'homme, mais vont le soigner dans sa globalité et dans son milieu. Qui ne dispose pas de santé physique ne dispose pas de santé mentale. Quand les récoltes ne sont pas bonnes du fait du changement climatique, eh bien entendu, il y a de quoi déprimer, il y a de quoi avoir des impacts sur sa santé mentale. Le plus simple, le plus visible, c'est cette irritabilité dont parlait quelqu'un tout à l'heure. Devant cette chaleur-là, les hommes sont beaucoup plus nerveux, ils sont beaucoup plus irrités et ils sont beaucoup plus à même d'être responsables de violences basées sur le genre. Donc la multisectorialité, chers amis, s'impose de nos jours. La multisectorialité est incontournable. Tous ensemble, autour de la jarre trouée, nous devons essayer de boucher les trous. Météorologues, agents de santé, vétérinaires, environnementalistes, économistes financiers, nous sommes tous appelés à nous impliquer, à nous engager. Au-delà d'une implication, il faut s'engager et être un acteur actif pour ce qui est de venir boucher cette jarre qui va pouvoir contenir de l'eau et qui va pouvoir nous permettre de faire face aux défis et aux impacts du changement climatique. L'Afrique n'a pas commencé son industrialisation et déjà les impacts et les effets sont là. La question et la réflexion nous revient donc à tous. Pour conclure, je dirais donc que l'Afrique n'est pas encore prête de tout ce qu'on a entendu.
si l'Afrique n'est pas encore prête à faire face et à répondre efficacement aux impacts du changement climatique, l'Afrique toutefois s'apprête à faire face à ce changement climatique à travers des creusets comme ce forum qui a pour vocation de faire des plaidoyers afin que des investissements, des réflexions se poursuivent et permettent d'améliorer les conditions des femmes et pas de verre, des jeunes et de la population tout entière. Merci donc, docteur, pour votre brillante présentation qui va nous permettre de continuer les discussions dans les couloirs et qui va nous permettre également d'enclencher, d'aborder les autres sous-thèmes de la journée de la femme. Merci donc et bonne continuation à tous.